Dans cette capsule, nous allons voir comment on stocke et on utilise les nombres non entiers dans nos ordinateurs. Cette capsule est relativement longue, pour ne pas qu'elle s'éternise, nous allons aller un peu vite. N'hésitez pas à faire régulièrement des pauses pour vérifier que vous avez tout bien compris. On va commencer par regarder ce qu'est une écriture à virgule en binaire. Comme en décimale, une écriture à virgule binaire est une suite de chiffres qui sont des 1 et des 0 avec une virgule quelque part. Une telle écriture s'appelle aussi une écriture dyadique. Comment calculer l'écriture décimale associée? Eh bien, nous reprenons notre tableau positionnel en binaire et nous le remplissons avec les chiffres de notre écriture binaire, en veillant bien à mettre le chiffre des unités dans la colonne des unités, c'est-à-dire celle où il y a un 2 puissance 0. Ensuite, nous faisons la somme des puissances de 2 contenues dans les colonnes où est apparu un 1. Par exemple, ici, on a 1 fois 2 puissance 5, on va lui ajouter 0 fois 2 puissance 4 qu'on ne verra pas, on va lui ajouter 1 fois 2 puissance 3, etc. jusqu'à 1 fois 2 puissance moins 5. On obtient 2 puissance 5 plus 2 puissance 3, etc. jusqu'à 2 puissance moins 5. On fait la somme de tout ça et on obtient 45,65 625. L'écriture décimale de ce nombre-là, celui qui s'écrit ainsi en binaire, est donc 45,65 625. Il existe une autre méthode pour obtenir le même résultat. Donc on repart du même nombre et on va d'abord remarquer qu'en décimale, quand on prend un nombre et qu'on le multiplie par 10, le résultat c'est le même nombre, sauf qu'on a décalé la virgule d'un cran vers la droite. Si on prend un nombre et qu'on le divise par 10, eh bien le résultat ce sera le même nombre, sauf qu'on aura décalé la virgule d'un cran vers la gauche. En binaire, c'est pareil. Si je prends mon nombre et que je le multiplie par 10, alors le nombre obtenu c'est le même, sauf qu'on a décalé la virgule d'un cran vers la droite. Excusez-moi, j'ai dit 10, on est en binaire, et ce nombre-là en binaire, c'est 2. Donc si je prends ce nombre et que je le multiplie par 2, j'obtiens ce nombre-là. Si je prends ce nombre et que je le divise par 2, j'obtiendrai le même nombre avec la virgule décalée d'un cran vers la gauche cette fois. Alors reprenons notre nombre ici, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est son écriture en binaire. On veut connaître son écriture en décimale. Eh bien, on va dire que d'abord, ce nombre-là, c'est le même que le nombre où on a retiré la virgule, elle n'est plus là, divisé par 2 puissance 5, puisque pour faire ce calcul, on décale la virgule de 5 crans vers la gauche, donc elle va se retrouver ici. On obtiendra bien ce nombre-là. Donc, ce nombre-là et celui-là sont égaux. On calcule celui-ci en binaire, on trouve 1461, et on le divise par 32, 2 puissance 5. On obtient 45,65 625. Ces deux méthodes sont bien sûr équivalentes, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Une petite remarque, les nombres décimaux, ce sont les nombres dont le développement décimal est fini. Vous avez appris ça en sixième. Ces nombres-là, ce sont ceux qui peuvent s'écrire comme une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Eh bien, les nombres qui ont une écriture dyadique finie, on les appelle les nombres dyadiques. Ce sont les fractions qu'on peut écrire comme ayant un dénominateur qui est une puissance de 2. Par exemple ici, si on prend un tiers, ce n'est pas un nombre décimal, car son dénominateur n'est pas une puissance de 10, et on ne peut pas se débrouiller pour l'écrire comme une fraction avec une puissance de 10 au dénominateur. Son développement décimal, c'est 0,33333, vous le savez bien, et ça ne s'arrête jamais. 7 dixièmes, lui, est bien un nombre décimal, et son écriture décimale, c'est 0,7. Reprenons les deux mêmes nombres, un tiers, mais en binaire cette fois-ci, eh bien, on voit que ça va s'écrire 0,01010101, etc. Ce n'est pas un nombre dyadique. Son développement binaire à virgule, son développement dyadique, n'est pas fini. En effet, on ne peut pas écrire qu'un tiers, c'est une fraction dans laquelle le dénominateur serait une puissance de 2. Reprenons 7 dixièmes. 7 dixièmes, si on l'écrit en binaire, on va obtenir 0,1011, 0011, 0011 encore, 0011 une nouvelle fois, etc. Ça ne s'arrêtera jamais, ce motif va se répéter.
Donc 7 dixièmes n'est pas un nombre diadique. On ne peut pas l'écrire comme une fraction avec une puissance de 2 au dénominateur. Regardons maintenant cette nouvelle fraction, 19 sur 1024. 19 sur 1024 en binaire, ça s'écrit très exactement 0,00000010011 et c'est fini. C'est bien un nombre diadique car le dénominateur est une puissance de 2, 1024 c'est 2 puissance 10. D'ailleurs, si vous regardez ce développement binaire, ce développement diadique, on dit l'un ou l'autre, hein, c'est équivalent. Si vous regardez ce développement diadique, eh bien vous revoyez le 19, il est là. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 16, ça fait 19. Si vous regardez juste cette petite partie-là, vous voyez, un 19. Et vous décalez la virgule de 10 crans vers la gauche. Paf, elle se retrouve ici. Ainsi donc, tous les nombres décimaux ne sont pas des nombres diadiques. Et si l'on veut passer du décimal au binaire, eh bien on va avoir besoin de donner une précision. Dire par exemple, je voudrais connaître le développement binaire de 3,14159. Je suis obligé de donner la précision à laquelle je veux ce développement. Par exemple, je vais dire, je voudrais connaître les 12 premiers chiffres après la virgule. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va prendre notre nombre en décimale, ici 3,14159, on va le multiplier par 2 puissance 12, c'est pour décaler la virgule de 12 crans vers la droite en gros. Donc on fait ce calcul, on obtient 2 puissance 12 c'est 4096, on obtient 12 867, des choses. On prend la partie entière, on obtient 12 867 et on l'écrit en binaire. On obtient 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Puis, on décale la virgule de 12 crans vers la gauche et on trouve 1, 1, 0, 1, 0, etc. Voilà, on a trouvé l'écriture binaire de notre nombre. Ce n'est pas exactement l'écriture binaire, c'est une écriture tronquée au 12e chiffre après la virgule. C'est vraiment une approximation, car si on refait le calcul de 12 867 divisé par 4096, on ne retrouve pas 3,14159, mais 3,14135 et des poussières. Pour se rapprocher un peu plus du nombre dont on était parti, de 3,14159, il faudrait pousser le calcul un peu plus loin et calculer par exemple les 20 premiers chiffres après la virgule dans l'écriture binaire. Pour faire ceci, on recommencerait exactement les mêmes manipulations. On reprend notre nombre, on le multiplie par 2 puissance 20 cette fois. On prend la partie entière, on l'écrit en binaire, on décale les virgules de 20 crans vers la gauche et on obtiendrait une nouvelle valeur, qui ne serait encore pas la bonne. Ce serait encore une valeur approchée, car ce nombre ici, c'est un nombre décimal, mais ce n'est pas un nombre diadique. Vous remarquez que si on veut avoir une très bonne précision, on va pouvoir choisir par exemple 2 puissance 30 pour avoir 30 chiffres après la virgule. Et à chaque fois qu'on va vouloir avoir une meilleure précision, on va avoir perdu tout le bénéfice des calculs précédents puisqu'on recommence tout à partir de 0. On va donc voir une nouvelle méthode qui permet d'avancer pas à pas dans le calcul et de ne pas perdre le bénéfice des calculs déjà accomplis. Pour cela, faisons un bref rappel sur le développement décimal d'un nombre réel. Si je prends toujours mon nombre x égal à 3,14159, je vais dresser ce petit tableau. Ici, je prends mon nombre, je le sépare en partie entière et partie décimale, et j'écris ici à droite la partie entière. Je le multiplie par 10, je multiplie la partie décimale qui me restait par 10, et j'obtiens 1,4159. Je sépare ce nouveau nombre en partie entière, partie décimale. J'écris à droite la partie entière, c'est 1. Je reprends ce qu'il me reste ici, la partie décimale, et je la multiplie par 10. J'obtiens 4,159. Je le sépare en partie entière, partie décimale. J'écris à droite la partie entière. Je multiplie la partie décimale par 10, j'obtiens 1,59. Je le sépare en une partie entière et une partie décimale. J'écris à droite la partie entière et je continue. Ce qu'on observe ici, c'est que les nombres qui apparaissent dans la colonne de droite, ce sont 3, 1, 4 et 1, les premiers
les premiers chiffres de notre écriture décimale. Il n'y a pas de mystère là-dedans, tout s'explique parfaitement. Eh bien, nous allons faire la même chose en binaire. Donc, on prend un nombre, par exemple 9,625 dans son écriture décimale, et on va séparer ce nombre en sa partie entière et sa partie décimale. Mais on va écrire dans la colonne de droite l'écriture binaire de la partie entière. 9, ça va nous donner 1001. Puis on prend la partie décimale et on la multiplie cette fois-ci par 2. On obtient 0,625 fois 2, ça fait 1,25. On sépare en partie entière et partie décimale et on écrit la partie entière en binaire dans la colonne de droite. On prend la partie décimale et on la multiplie par 2. On obtient 0,5. On sépare en une partie entière et partie décimale. On écrit la partie entière en binaire dans la colonne de droite. Et on recommence encore une fois. On prend 0,5, on le multiplie par 2, on obtient 1. On sépare en partie entière et partie décimale et on écrit la partie entière en binaire dans la colonne de droite. Une fois encore, on a obtenu dans la colonne de droite l'écriture binaire du nombre qu'on avait au départ. Ici, 1001,101. Donc 9,65 en décimale s'écrit 1001,101. Ici, vous voyez qu'on pourrait continuer de cette façon-là, si on avait eu un nombre au départ plus compliqué, 9, autre chose par exemple, très très long, eh bien, on aurait poursuivi les étapes sans jamais perdre le bénéfice de ce qu'on avait fait avant. Voilà, vous êtes maintenant en possession des outils nécessaires et suffisants pour passer d'une écriture binaire à une écriture décimale et d'une écriture décimale à une écriture binaire. Je vous invite donc à faire une petite pause dans le visionnage de cette capsule pour résoudre les exercices indiqués ici. Nous allons maintenant passer au sujet principal de cette capsule, c'est-à-dire l'écriture en virgule flottante telle qu'elle est utilisée dans nos ordinateurs. Alors, si je prends un nombre x, aussi bien en binaire qu'en décimale, je peux l'écrire en notation scientifique. La notation scientifique, c'est un signe, un nombre, multiplié par une puissance de... Alors, en décimale, ce serait une puissance de 10. Ici, on est en binaire, donc c'est une puissance de 2. Le tout est ici écrit en binaire. Dans une écriture scientifique, le nombre qu'on écrit après le signe et avant la multiplication par une puissance, dans une écriture scientifique, ce nombre-là est toujours compris entre 1 et la base. Donc par exemple en base 10, ce serait entre 1 et 9. Et en base 2, on n'a pas vraiment le choix, on aura toujours un 1. Donc le nombre qu'on met ici, ce sera toujours un nombre qui commence par 1. Toujours? Non, pas exactement toujours, puisque il y a un nombre qui échappe à cette règle, c'est 0. 0, on n'arrivera jamais à l'écrire comme un nombre qui commence par 1, quelque chose et qui est multiplié par une puissance de 2. On verra un peu plus tard comment 0 est traité dans la convention de la virgule flottante. Ici, on regarde la virgule flottante sur 32 bits. Voyons comment tout ça est encodé. Il y a un bit pour le signe, 1 si le nombre est négatif, 0 si le nombre est positif. Ensuite, il y a 8 bits pour l'exposant. Ici, l'exposant, c'est 3. Je vous rappelle que 1, 1 en binaire, c'est 3. Eh bien, on va écrire ce nombre-là sur 8 bits. Et enfin, il y aura 23 bits pour la mantis. La mantis, c'est ce qui vient après ce fameux 1 du début, ici. Attention, l'exposant est codé sur 8 bits. On pourrait penser qu'il est codé avec la convention du complément à 2 que nous avons vu dans la précédente capsule. Ce n'est pas le cas. L'exposant est codé suivant une convention de biais. Donc pour obtenir sa valeur, on calcule le nombre en binaire. Donc ici par exemple, ici l'exposant c'est 0,1,0,1,0,1,0,1. Ce qu'il vaut en tant qu'exposant, c'est la valeur de l'écriture en binaire
à laquelle on retire 127. Ici, on va trouver 85 moins 127 qui nous fera moins 42. Dans cette écriture, on va prendre un exemple. Donc ici, on va prendre comme exemple 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 et ce nombre-là. C'est une écriture en virgule flottante à 32 bits. On va voir ce que ça vaut en décimale. Donc d'abord, ça commence par un 1, donc c'est un nombre négatif. On met un moins. Il y a toujours le 1 au début, 1, et on va mettre ici la mantis. La mantis, c'est ce qui est ici. Alors comme ça se termine que par des zéros, on ne met que le début de la mantis, c'est pas la peine de s'embarrasser de toute cette suite de zéros. Et on multiplie par 1 0, qui en binaire vaut 2, je vous le rappelle, 1 0 puissance l'exposant avec la convention du biais. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Le moins, on va le sortir du crochet, on calcule ça en binaire avec ce qu'on a vu avant, donc on va trouver ce nombre-là, et on le multiplie par 2 puissance ce nombre ici, qui fait 131, moins 127. C'est la convention du biais. Donc on va trouver 131 moins 127. Ah, il y a une petite erreur ici, on aurait dû mettre un 4. Donc on trouverait normalement moins 1,821289,065 fois 2 puissance 4. Et le résultat obtenu sera moins 13,140,625. En 64 bits, on fait à peu près la même chose, sauf qu'on a un peu plus de place pour l'exposant et pour la mantis, 1 bit pour le signe, 11 bits au lieu de 8 pour l'exposant et 52 bits au lieu de 23 pour la mantis. Cette fois-ci, la convention du biais demande de retirer 1023 à la valeur obtenue en binaire pour l'exposant. Il y a encore une convention courante de virgule flottante, en particulier c'est très utilisé dans les cartes graphiques, c'est la virgule flottante en 16 bits, 1 bit pour le signe, 5 bits pour l'exposant, 10 bits pour la mantis. Vous vous en doutez, les choix de 1, 5 et 10, ici 1, 8 et 23 en 32 bits par exemple, n'ont pas été faits au hasard, au contraire ils ont été très étudiés et ils ont été standardisés. Dans la norme IEEE 754, alors IEEE c'est quoi? C'est un institut, précisément l'Institute of Electrical and Electronics Engineers. Donc c'est un institut qui a mis au point une convention et cette convention a été adoptée par l'ensemble de la communauté. Cette convention est décrite dans Wikipédia. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette page dans laquelle vous verrez comment on fait pour traiter le cas de 0. Eh bien, il y a en fait des exceptions. Pour les exposants qui sont le plus petit et le plus grand, les nombres représentés ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Par exemple, si on prend un exposant nul et une mantis nulle elle aussi, alors le nombre représenté devrait normalement être quelque chose du type plus ou moins 2 puissance moins 127, quelque chose de tout petit mais de non nul. Eh bien, la convention dit que ces nombres-là, ce sont zéros. Il y a 2 zéros dans cette convention, et c'est beaucoup moins grave que dans les entiers, parce que les nombres en virgule flottante ne sont que peu utilisés par les programmes de base qui font tourner nos ordinateurs. Si l'exposant est nul et la mantis est non nulle, avec une petite faute d'orthographe ici, 2 LE normalement, on a affaire à des nombres dits dénormalisés. On ne va pas beaucoup en parler, ce sont des tout petits nombres qui sont là pour pallier à certains petits problèmes. Laissons ça de côté, vous pouvez regarder la page Wikipédia pour en apprendre plus. Si l'exposant est maximal, 255, et si la mantis est nulle, alors le nombre représenté devrait normalement être plus ou moins 2 puissance 128. Mais dans la norme IEE 754, on représente plutôt, avec ces nombres-là, plus l'infini et moins l'infini. Alors, ce ne sont pas des vrais nombres, mais il est important de les avoir sous la main. On va voir pourquoi très bientôt.
Enfin, si l'exposant vaut 255 et si la mantis est non nulle, la convention IEE 754 dit que le nombre obtenu est c'est un nombre qui s'appelle not a number. C'est très étrange, mais c'est très utile comme on va le voir. Ouvrons donc une petite feuille de calcul avec Python pour observer le fonctionnement de ces drôles de nombres. Voilà qui est fait. Donc je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc ici on a importé le module 6. Alors le module 6 est un module, 6 c'est pour système et c'est un module dans lequel on trouvera des informations sur les bases de Python. Donc par exemple ici on va lui demander d'imprimer l'information qui s'appelle float info. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Ensuite on va lui demander d'importer depuis NumPy la classe float32 pour pouvoir utiliser des nombres flottants à virgule flottante sur 32 bits. Et on va lui demander de faire la division de float32 de 1, 0, donc le nombre en virgule flottante qui représente 1,0, et de le diviser par 0,0. On s'attend à obtenir une erreur. On va ensuite demander la même chose, sauf qu'on va demander de diviser moins 1 par 0. On s'attend encore une fois à une erreur. Et enfin, on va demander à diviser 0 par 0. Normalement, on devrait encore avoir une erreur. On va enlever ça pour l'instant. Alors, voyons quels sont les résultats. On va exécuter. Voilà, donc en tout premier, ce qu'on voit, c'est le float info. Donc vous voyez ici que par exemple l'exposant maximal, ce sera 1024. C'est bien la convention du biais sur 64 bits. Donc ce qu'on déduit de ce qu'on voit ici, c'est que les nombres à virgule flottante dans Python sont codés sur 64 bits. On voit ici que l'exposant minimal c'est moins 1021 et ainsi de suite. Maintenant regardons le résultat de ce deuxième calcul ici, de ce premier calcul, pardon. Donc 1 divisé par 0, on a dit qu'on s'attendait à avoir une erreur. En fait non, on n'a pas une erreur, on a un avertissement, vous voyez ici un warning, et on nous dit qu'on a divisé par 0 quelque part. Mais on a une réponse, et cette réponse c'est inf, l'infini. C'est ce qu'on a vu dans la norme IEE 754. Quand on prend moins 1 et qu'on le divise par 0, pareil, on obtient un avertissement, mais aussi une valeur, moins l'infini. Et enfin, quand on divise 0 par 0, on obtient une dernière fois un avertissement. Et ici, vous voyez qu'on obtient aussi une réponse. Le nombre obtenu, c'est celui qui s'appelle NaN, not a number. Alors, pourquoi renvoyer des avertissements plutôt que des erreurs et des nombres qui n'en sont pas? C'est une bonne question. Eh bien, quand on fait du calcul scientifique, de temps à autre, on approxime, on calcule, on divise, on multiplie, on tombe sur des nombres qui sortent du spectre des nombres représentés par nos nombres à virgule flottante. Ce n'est pas pour autant que ce sont des nombres nuls. Par exemple, si vous prenez un nombre trop petit qui passe en dessous de la limite, eh bien, il n'est pas nul, mais il n'est pas représentable par la convention de la virgule flottante sur 64 bits, ou bien ici sur 32 bits. Donc dans ces calculs, quand on en arrive à ce point-là, on ne veut pas que le calcul s'arrête. Eh bien non, parce qu'on n'a pas fait de faute, et on a peut-être envie d'avoir la réponse quand même. Donc dans ce cas-là, l'ordinateur va faire des calculs en utilisant l'infini. Par exemple, si vous dites l'infini plus 2, bien, il va vous dire ça fait l'infini. Essayons ici, on va prendre ce nombre-là, et on va lui ajouter 2. Pardon, plus 2. Voyons ce que ça nous donne. L'infini plus 2. Eh bien, quand on refait ce calcul, on trouve encore une fois l'infini. Voilà. Si on prend not a number et qu'on lui ajoute l'infini, ou si on lui ajoute 5, on va trouver quoi? Hop,
on va trouver encore une fois not a number. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à relire ou revisionner cette capsule. Si vous avez trouvé que ça allait trop vite, le but était de ne pas faire une capsule trop longue. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment sont encodés les caractères et les chaînes de caractères dans nos ordinateurs avec les conventions ASCII et UTF-8.